pouvez sourire. Vous êtes filmé. J'en ai une. Derrière vos écrans. J'en ai une blague. Ah oui. Quel est le nom de la femelle du hamster? Je ne sais pas. Voyons. Amsterdam. Ah oui. Elle est très mignonne et très respectueuse en plus. Ouais. Là, quand même, il faut qu'une dame réponde avec une autre blague. Alors, pour les personnes qui viennent encore d'arriver, parce qu'on est tous en train de se connecter, cette visioconférence est donc enregistrée. Donc, si vous ne souhaitez pas apparaître, vous pouvez maintenir ou mettre votre caméra hors de portée de vos visages et conserver juste l'audio pour intervenir. Et tous les micros doivent rester coupés pour l'instant. Voilà, on peut peut-être démarrer. Ok. Alors Benyat, du coup, de la même façon que les autres personnes, c'était la personne qui a la parole qui garde le micro ouvert. Et après, les autres doivent tous fermer leur micro pour éviter les interférences. Donc même toi, Benyat, je te coupe le micro. D'accord. Non, il n'est pas coupé. Là. Je le coupe. Ah, merci. Alors, Gawan, bonsoir. Pour ceux qui n'ont pas entendu le petit préalable, la visioconférence est enregistrée. Si vous ne souhaitez pas que vos visages apparaissent, vous pouvez couper votre caméra et rester avec nous sans le visuel. Bienvenue, Onguietori, dans ce moment. C'est une première pour Echaldé, cette visioconférence. Donc, merci d'être dans la bienveillance sur notre niveau technique. En tout cas, on a fait de notre mieux pour vous accueillir comme il se doit. L'intention de ce soir, donc, c'est autour du sujet que vous avez pu rencontrer, qui est en gros ni locataire ni propriétaire en Pays Basque. Nous possédons le droit d'habiter. Je voudrais juste faire un petit centrage sur ce moment qui est de vous remercier de votre présence et de vous inviter, chacun, chacune, à vous remercier de prendre ce temps pour sans doute approfondir un sujet qui est précieux et qui mérite toute notre attention pour l'heure et demie durant laquelle nous sommes ensemble. Cette conférence s'inscrit dans le cadre a priori de 2 visioconférences. On est en train de faire évoluer ça, on va voir. Celle-ci devrait être plutôt généraliste pour vous permettre de connaître Echaldé, son travail et la raison même de son existence. Et il pourrait y avoir une seconde visioconférence qui suivrait sur des aspects plus techniques et beaucoup plus pointus autour du foncier et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, ça c'est pour vous donner un tout petit peu le cadre d'aujourd'hui. Moi, je suis Sabrina Ravetta, ravie d'être avec vous. Je suis active dans Echaldé depuis maintenant plus de 2 ans. Ça y est, j'ai vérifié, on a passé la date anniversaire. Je suis aussi, de par l'investissement que j'ai pu avoir dans Echaldé, je suis devenue un des membres fondateurs, comme il en existe aujourd'hui pas mal qui se sont activés. C'est du fait du nombre d'heures investies dans le travail pour Echaldé. Moi, mon credo dans Echaldé, c'est autour de l'animation, de la structuration, de la communication. Et ma spécialité en tant qu'individu, c'est la communication non violente, entre autres. Je vous la fais brève. Le cadre aujourd'hui, donc nous sommes ensemble jusqu'à 20h, a priori. Ça se divisera à peu près en 2 grands temps, avec à chaque fois des temps d'échange et d'interaction. Le premier temps, c'est Benyat, donc il va nous proposer de poser un petit peu le décor de ce que nous trouvons aujourd'hui en termes de foncier, pour un petit peu après amener sur un deuxième temps comment et pourquoi Echaldé existe. Techniquement, donc oui, un petit rappel. Donc c'est filmé comme je vous disais. Donc voilà, si vous ne souhaitez pas apparaître, caméra coupée. Le micro est effectivement toujours coupé aussi. On aura un temps d'intervention. Je vous proposerai d'ouvrir vos micros. Et après, les questions. Donc vous avez 2 façons pour pouvoir intervenir sur les temps où ce sera possible à l'oral
Et sinon, dans la discussion, sur le côté, mon rôle ce soir est aussi de lire vos questions, essayer de les synthétiser. Je vous invite à faire concis, le plus clair possible, si vous pouvez, et à être dans la patience, parce que peut-être qu'il y a un élément un petit peu de clarification qui va suite du discours que Beñat va proposer. Donc voilà, soyez pas trop pressés dans le fait de poser des questions, mais bienvenue à toutes vos interrogations aussi. Ça y est, j'en ai fini pour ma petite partie introductive. Encore une fois, bienvenue et je laisse la parole à Beñat. Beñat, il faut que tu allumes ton micro par contre. D'accord. Là, c'est mieux. Maintenant, vous aurez le son. Bon, Sabrina a parlé de membre fondateur. Echalde est un travail d'équipe. On est une soixantaine à nous investir depuis une quinzaine d'années à des degrés différents. On va dire qu'il y en a qui délèguent un peu plus que d'autres et il y en a qui aiment bien se rencontrer, se téléphoner, s'échanger de tout un tas d'idées. Alors, je vous propose de démarrer dans cette visioconférence qui sera donc, comme disait Sabrina, en deux parties. Une première partie sera sur quelque chose qui n'est pas propre à Echalde, c'est ce qui nous fait bouger à Echalde, c'est en fait la situation de l'immobilier, du logement en Pays Basque. On va essayer de comprendre un petit peu la situation. Ça va être assez bref. Et on voudrait que ça soit suivi par un temps d'échange entre les uns et les autres, un petit peu pour se caler sur la problématique, quoi. Et ensuite, on arrivera à la deuxième partie, qui est la partie propre à Echalde et comment on se structure, quel est notre projet, quelle est la proposition que l'on fait par rapport à ce constat de l'immobilier. Et donc, cette deuxième partie sera suivi d'une partie d'échange, parce qu'on va vous annoncer peut-être des fois, bon, pour ceux qui ne connaissent pas, des choses un petit peu qui sortent de l'ordinaire. Il faut se dire que tout ça, ça a été fabriqué par beaucoup de débats et beaucoup d'agrégations d'idées et de trouvailles juridiques, économiques et donc et sociales. Donc là, toutes ces parties de débat sont vraiment très importantes. C'est le participatif, c'est le b.a.-ba, on va dire, d'une démarche comme Echalde. Et pardon, Beñat, je désobéis, oui. J'ai ouvert mon micro en plus, alors que je dis les règles. Non, j'ai omis quelque chose. C'est vrai que nous avons une invitée qui interviendra tout à l'heure. Et voilà, je ne sais pas si on garde le mystère pour l'instant sur qui c'est. Je te laisse décider. Et voilà, c'est tout. Je te laisse la main sur le reste. Oui. Oui, on a donc une invitée qui est... donc nous avons présenté un dossier au conseil régional pour voir si on pouvait avoir un appui au niveau animation sur notre démarche. Je ne sais pas ce qu'il s'y est dit au conseil régional et donc peut-être que Frédéric Espagnac pourra nous en dire un petit peu plus puisqu'elle a participé au débat. Nous, on connaît tout simplement l'issue qu'on va lui laisser aussi nous annoncer. Et ce que je propose, c'est que peut-être elle intervienne juste après que j'ai fait juste après ou dans la partie 2, c'est-à-dire la partie de débat qui suit la présentation de la situation économique au niveau du logement. Donc Sabrina, si tu peux présenter un premier petit tableau. Donc je vous propose de travailler avec des données qu'on a concoctées à partir d'un travail fait par la communauté d'agglomération Pays Basque il y a maintenant 3 ans, aussi des données de l'ODAP, qui est l'agence d'urbanisme, qui fait un suivi sur ce qui se passe sur les Pyrénées Atlantiques et sur les Landes, le sud des Landes, pour voir un peu comment fonctionne l'urbanisme sur tout ce territoire-là, et ensuite des données de l'INSEE. Donc Sabrina, si tu peux bien partager ça. Voilà, pour savoir de quoi on parle un petit peu, il y a mille manières d'aborder les choses. On a fait, en fait, d'abord, on a un petit peu quantifié les différents logements, c'est-à-dire sur le territoire, nous avons 198 000 logements en Pays Basque. Quand on parle de Pays
Basque, c'est le raccourci de Pays Basque Nord, et c'est la partie française quoi, qui est en France quoi, du Pays Basque. Et c'est la partie aussi, on garde donc la partie qui correspond au territoire de la communauté d'agglomération Pays Basque, c'est-à-dire 158 communes. Donc en résumé, on a 4 types de logements. On a, pour ce que vous voyez en bas en jaune, ce sont les résidences secondaires, donc qui est d'une couleur différente du reste. Le reste est en bleu. Le reste, ça concerne la population, les gens qui vivent ici à l'année. Donc il y a des propriétaires occupants, des bailleurs privés et des bailleurs publics. Et sur la partie droite, vous avez un petit résumé vraiment plus synthétique que ça, on ne peut pas. C'est-à-dire que les bailleurs privés, c'est 8% des logements. Les bailleurs publics, 8% des logements, ce sont ce qu'on appelle les HLM. On va regrouper tout ça là-dedans. Tout ce qui est logement public, qui bénéficie d'aide de l'État pour se développer. Ça existe depuis les années 50, mais suivant les besoins de l'État aussi, ça dépend. Enfin, il y a un lien étroit donc avec l'État. Et vous avez peut-être entendu dire qu'il y a à peu près 2-3 ans que les HLM devaient se fédérer, faire des économies d'échelle au niveau gestion et puis renvoyer un petit peu d'ascenseur au niveau financement. Donc avec nécessité pour les HLM donc de céder une partie de leur parc privé, autour de 1% par an, pour financer leur propre fonctionnement. Deuxième groupe sont les bailleurs privés, donc 22% des logements. Bailleurs privés pour lesquels des fois la vie est un peu compliquée et globalement ce sont des bailleurs qui ont plutôt tendance à diminuer en nombre. Alors c'est problématique, vous verrez un peu plus tard. C'est quand même temps la demande de logements en location augmente, mais le nombre de bailleurs privés est en train de baisser parce que l'encadre, enfin, pour diverses raisons. Louer des logements, c'est un vrai métier. Ça suppose des savoir-faire juridiques, techniques assez importants, des savoir-faire humains aussi assez importants. Et ensuite, les propriétaires occupants, 47% des logements, hein, donc c'est ceux que l'on voit le plus autour de nous, et avec donc pour ce qui est la côte basque, une difficulté croissante d'accession à la propriété. Quand les prix sont à 4 000 euros, il y a quelques années, on trouvait que c'était très cher, bon, mais des fois c'est 6 000, 10 000, voilà, ça devient de plus en plus compliqué. Pour résumer, le coût de construction est autour de 2 000 euros du mètre carré. Le prix du terrain varie suivant là où on se trouve, mais le prix de vente est soumis à un marché. Et donc voilà, on en parlera beaucoup. Et puis les résidences secondaires, donc ils sont quelque chose autour de là, donc de 22% des logements sur l'ensemble de la communauté d'agglomération. Voilà, on va passer le deuxième slide, s'il te plaît, Sabrina. Donc on va faire un petit éclairage sur les résidences secondaires, parce que les résidences secondaires ont la particularité d'être concentrées sur la côte basque. Alors moi je suis du côté de Montléon, et c'est vrai que la marée haute, on la voit même pas, et les gens ont envie d'être sur la côte basque. Ce qui se passe, c'est que cette envie-là pose des problèmes à la population locale, et là on vous propose de voir, là vous avez la progression du nombre de logements des communes littorales. Alors c'est beaucoup de données, ça peut aller vite, trop vite. Vous pourrez retrouver tout ça sur notre site qui est www.echalde.eu. Donc c'est en bas de la petite affiche. Voilà. Donc sur chacune des communes du littoral, celle qui touche la mer, nous avons 2 périodes d'études. Nous avons une première période qui est 1968 à 82 et une deuxième qui est de 2006 à 2016. Et sur ces 2 périodes-là, on a ramené ça à une période de 10 ans, puisque 68 à 82, ça ne fait pas 10 ans, on a fait une petite règle de 3, pour essayer de voir comment se développait la construction de logements et que devenaient ces logements. Et donc, si on prend pour comprendre, on va prendre le premier, là, Boucau. On a en partie bleu et orange, on a l'ensemble des logements qui ont été construits à cette période-là. Et la partie orange représente la part qui a été grignotée par le phénomène de développement de résidences secondaires, c'est-à-dire les résidences secondaires en plus, que l'on a trouvé en 82 par rapport à 68. On a la même chose donc en colonne 2, mais là avec les années de 2006 et 2016.
Voilà. Alors, je vais juste me concentrer sur deux communes pour illustrer les choses. On va commencer par Biarritz. Biarritz, c'est un petit peu notre ville phare hein, sur la thématique, donc c'est presque jeu de mots. C'est-à-dire que Biarritz concentre l'envie maximale des gens de venir habiter sur la côte basque. Donc c'est Biarritz. Et là, on voit en fait que sur la colonne 1, en 68 à 82, à la louche, la moitié des logements qui ont été produits a été consommé dans la même période, donc d'autres logements ont été consommés en résidence secondaire, c'est-à-dire qu'on a tout construit, ces logements en plus, et dans la même période, il y a des logements qui étaient en résidence principale et qui sont devenus résidences secondaires. Voilà. Alors ce phénomène-là, dynamique, sur les années 68-82, a consommé donc 48% des logements supplémentaires sur la commune de Biarritz, et sur la période 2006-2016, a consommé 98% des logements. Voilà. Donc, ça traduit un impact plus élevé, un impact croissant de ces logements. Et ce qu'on voit, comme Biarritz n'a plus de foncier, c'est qu'on voit qu'en fait, les logements sont en train d'être totalement, petit à petit, grignotés par résidence secondaire. Et juste avant, là, vous avez la ville d'Anglet. Anglet qui avait beaucoup de foncier, qui en a de moins en moins, qui, donc, en première période, n'avait que 8% de logements qui étaient consommés par résidence secondaire dans la dynamique 68-82. Et dans la dynamique 2006-2016, c'est donc 36%. C'est-à-dire qu'on a un phénomène croissant. Voilà. Je ne vais pas passer toutes les villes, hein, vous voyez comment ça se passe. Voilà, c'est une donnée forte. C'est pour dire que fabriquer des logements n'est pas suffisant. Fabriquer des logements pour la propriété, pour de la location, toutes ces thématiques-là, c'est un aspect de la problématique. L'autre aspect qui se dégage là, c'est comment c'est qu'on maîtrise ce qui se passe sur une parcelle cadastrale. Comment c'est qu'on maîtrise ou qu'on sait ou qu'on peut aiguiller ce qu'il se passera, quel est l'usage qu'il y aura sur un logement. Voilà. Là, c'est les questions qui se posent, quoi, et qui vont amener donc la thématique HLD. Alors, on peut passer donc à la troisième affichette. La troisième affichette, donc, qui va être sur un autre aspect. Donc, ce petit support-là comporte 8 affichettes, 8 pages, qui décrivent différents aspects. Hein. Donc là, on a juste sélectionné cela pour pas passer notre temps là-dessus. Là, c'est en fait entre 2008 et 2014, on voit qu'une cohésion sociale qui se délite. Alors ça, c'est carrément le titre qu'il y a sur le document de la communauté d'agglomération. Après, j'ai enlevé beaucoup de textes et ce qui s'en dégage, c'est qu'en 6 ans, sur ces 6 années-là, on voit une évolution très forte. C'est tout simplement une photographie dans une tendance, donc ça continue de ce phénomène-là. On imagine qu'il continue. On a regardé donc comment évoluent les revenus des 10% des ménages qui ont les revenus les plus élevés, et à l'autre bout, les 10% des ménages qui ont les revenus les plus faibles. Alors sur cette période de 6 ans, ce qu'on voit en revenu mensuel, c'est que les 10% de revenus qui ont les revenus les plus élevés ont eu un gain mensuel de 570 € donc sur 6 ans. Les revenus les plus faibles ont un gain mensuel de 30 € sur 6 ans. Voilà. Et donc on voit en fait qu'il y a l'amplitude des revenus qui est en train de s'agrandir. Ce qui pose un problème aujourd'hui, c'est que la problématique même du logement est difficile à percevoir par une bonne partie des gens, puisqu'elle ne touche pas tout le monde encore. Le encore est important. Mais alors comment, quand cette problématique nous touche, on arrive à sensibiliser des gens qui ne sont pas encore touchés vraiment par ce phénomène-là, parce qu'en fait, la solution, elle n'est pas les uns sans les autres, on le verra, la solution est vraiment les uns avec les autres. Voilà. Donc là, on peut terminer sur le slide. Alors, là, je pense que vous avez vu un petit peu comment ça se passe au niveau du logement en Pays Basque.
Donc, nous avons aussi dans les autres slides que vous pourrez retrouver sur www.echalde.eu, vous allez voir les incidences que ça a en termes d'allocation, enfin précarité. Vous verrez les incidences. Bon, la première page, c'est quand même, on a 3 communes qui perdent plus de population en pourcentage, 3 communes côtières qui perdent plus de population que 25 autres communes des 150 communes de la communauté d'agglomération. Voilà. Et ces 3 communes, c'est très très important de regarder ce qu'il s'y passe, parce qu'aujourd'hui c'est 3, et demain ça va être 3,5, 4, 5, 7. Quoi. Donc voilà, ces 3 communes sont donc Biarritz, Guétari et Cibourg, qui perdent de la population, qui ferment des écoles, alors même qu'il y a tout. Quoi. Je ne sais pas s'il y a la fibre partout, mais enfin, l'autoroute, c'est sûr, la mer, c'est sûr, l'Espagne, le Pays Basque Sud, pas très loin, l'aéroport, enfin, on a tout. Voilà. Et ce sont des endroits qui se vident. Et donc voilà. Voilà, alors si vous êtes, je vous propose de passer à la partie de débat, à une partie d'échange. Si vous avez envie de réagir sur ce que vous venez d'entendre, avant que l'on passe à la deuxième partie, qui sera en fait la solution proposée par Echalde. Mais ce serait bien qu'il y ait un petit temps de débat pour qu'on ne se voit pas trop et que je ne vois pas les réactions des uns et des autres, que je puisse sentir un petit peu le public, voilà, savoir à quel niveau il faut intervenir. Et aussi, petit rappel, au-delà du débat, il y avait une proposition aussi que vous puissiez intervenir si vous aviez envie et dire de quelle ville vous êtes, vous, et quel est votre regard aujourd'hui sur votre accessibilité au foncier pour vous ou pour votre entourage proche, de façon concise pour nous donner un petit peu une photographie ce soir voilà, des personnes que nous sommes réunies autour du sujet. Et je vous laisse la parole pour lever la main. Vous avez une petite main en bas, si on est nombreux à vouloir intervenir. Est-ce que quelqu'un a envie de se lancer? Il y avait monsieur. Alors, tant que j'ai pas coupé mon micro, je vois qu'il y a des gens du Seignance. Alors on parle beaucoup du Pays Basque, mais en fait c'est peut-être pas les mêmes chiffres, mais c'est la même mécanique là-bas. Et donc voilà, bienvenue aux gens du Seignance et puis voilà, on a du travail à faire ensemble. Alors il y a monsieur Portier, je ne sais pas quel est le A oui. Qui voulait prendre la parole. Je vous laisse. Oui, Alain. Alors, on ne vous entend pas par contre. Je ne sais pas si vous avez coupé votre micro, mais je n'ai pas l'impression que... Alors, est-ce que si vous aviez un kit main libre, peut-être essayer de le brancher, ou sinon vous pouvez poser votre question à l'écrit si vraiment on n'arrive pas techniquement là à vous entendre. Ok, et je réponds à PSG qui demande si les questions écrites sont prises en compte. Oh oui, tout à fait. Il demandait quelle est la conséquence sociologique de ces phénomènes. Bon, ce n'est pas le sujet du débat, mais on peut rapidement les évoquer. Et du coup, monsieur Portier, on ne vous entend pas. Benyat, je ne sais pas si tu veux répondre pour les... Oui, Alain, tu n'arrives pas à te connecter. Laisse-le revenir, il va peut-être revenir. En attendant, donc, les conséquences sociologiques de ces phénomènes, c'est que au-delà, enfin, il y a déjà la douleur des gens qui sont nés ici, qui ne peuvent pas racheter les biens de leur famille. C'est-à-dire qu'au moment du partage, même si on croit complètement se border économiquement et tout, en fait, dans un marché où c'est de plus en plus cher, le jour où il y a des arrangements de famille, c'est avec la succession à payer déjà, on se rend compte que souvent la famille n'a même pas de quoi payer les droits de succession. Voilà. Ça, c'est le premier écueil. Le deuxième écueil, c'est comment on fait pour pouvoir continuer à vivre s'il y a 3 enfants dans une seule maison, voilà, ce genre de choses-là. Voilà. Toutes ces choses-là amènent donc à vendre
et donc aller un peu plus à l'intérieur des terrains, et donc se déplacer, investir à l'intérieur, bienvenue, hein, il y a la place. Mais seulement, ça fait beaucoup de temps de route parce que pour l'instant, l'activité économique, le travail est plutôt sur la côte, quoi. Donc, voilà. Alain, je te vois là, peut-être que tu veux parler? Là, tu as le micro coupé. Ton micro sur l'ordinateur. Alors, il y a peut-être d'autres personnes qui veulent intervenir. Est-ce que quelqu'un a une question? Du coup, ouais, on ne t'entend pas. Oui, si tu peux peut-être partager à l'écrit. Est-ce que vous m'entendez? Ah, super, ouais. Là, oui. Ouais, ok. Ouais. Bon, j'avais pas le bon micro réglé, désolé. Tout d'abord, je disais que je voulais vous remercier pour l'initiative qui est effectivement très intéressante. Très rapidement, moi, je suis le directeur de l'établissement public foncier local Pays Basque. Et donc, vos sujets forcément nous intéressent. Ce que je voulais juste dire par rapport à ce que disait Beñat préalablement, il évoquait le fait que la problématique de la résidence secondaire est surtout prégnante sur la côte. Je dirais que malheureusement, on constate quand même depuis quelque temps maintenant qu'elle a tendance à se généraliser aussi dans d'autres secteurs et même à l'intérieur. On a par exemple été amené à travailler avec la commune de Banca ou avec la commune également sous-lotine de Alos-Sivas-Savins, et où en fait le constat est assez édifiant de se rendre compte qu'il y a à peu près 50% des biens qui sont aujourd'hui de la résidence secondaire. Donc même dans ces villages, on a cette situation aujourd'hui et on a ce déséquilibre. Et on a même des situations, et je pense que vous êtes tous au fait de cette question-là, des secteurs comme la vallée des Aldudes où en fait aujourd'hui il y a de l'offre d'emploi, il y a des propositions d'emploi qui sont faites et qui ne trouvent pas à être pourvues car les gens en fait ne trouvent pas de logement. Alors qu'il y a des biens vacants ou sous-utilisés, voire utilisés uniquement une semaine par an par de la résidence secondaire. Et donc, c'est vrai que c'est une vraie problématique que de pouvoir effectivement se positionner et faire en sorte de trouver le moyen de mobiliser ce patrimoine, trouver effectivement le moyen de faire en sorte de le faire revenir à sa fonction première qui est de loger les gens et de loger les gens durablement, c'est-à-dire en résidence principale, avec l'importance aussi que ça a, on a l'exemple à Banca par exemple, où le fait de fixer une famille permet aussi de garder les enfants à l'école du village et donc de maintenir aussi la présence et l'ouverture de la classe. Donc on se rend bien compte que de par le logement, derrière, il y a tout un système et ça permet d'embrayer effectivement sur tout un tas de choses. Et les graphiques que vous avez montrés sont très intéressants, montrent effectivement l'accélération, je pense, qu'il y a depuis quelque temps sur la partie littorale de cet effet, qui est en plus accentué par l'attractivité touristique et donc la flambée ou le déploiement ce qu'on appelle du Airbnb, et qui génère effectivement sur le marché immobilier un positionnement d'acteurs qui ont capacité à acheter cher des logements, ou en tout cas plus cher que que le marché normal, avec derrière un objectif de rentabilité à court terme, puisque le principe est de louer à la semaine et de quasiment louer le prix d'un loyer mensuel sur une seule semaine. Voilà, donc on a tous ces effets très complexes et qui ont surtout un effet, alors que nous on constate en tant qu'acteurs fonciers, qui est d'avoir un effet très négatif sur le niveau de prix et donc sur une flambée des marchés immobiliers qui rendent de plus en plus compliqué finalement la capacité d'accessibilité aux habitants du territoire et finalement aux gens qui sont présents sur ce territoire, qui ont de moins en moins la capacité à acheter leur logement. Et bien sûr, déjà, c'est le cas, mais ça s'accentue encore de plus en plus loin de leur secteur d'activité. Merci Alain. Il y avait alors une question qui était est-ce que Tchaldé peut contribuer à faire redémarrer l'activité locale? J'ai l'impression que l'intervention d'Alain a donné des éléments de réponse à cette question. On pourrait approfondir encore davantage. Et il y a aussi Dante qui souhaitait prendre la parole.
et ensuite une autre question écrite. Benyat, est-ce que tu veux donner des éléments, rajouter des éléments sur faire redémarrer l'activité locale pour Echaldé, ou est-ce qu'on voit ça sur la partie d'Echaldé? Et il faut remettre ton micro, Benyat, et selon ton intervention, la Dante. Oui, non, je voulais tout simplement dire que peut-être relancer l'activité dans les villages côtiers, il y a certainement quelque chose à faire, mais on n'y est pas tout de suite là-dessus là. Et donc j'aime autant laisser mon temps de parole ou du temps de parole à Dante. Je ne sais pas où il est. Il est là. Voilà. Vous m'entendez ou... Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien. Bon, Gaon Dedeli. Bon, mais. Moi, je suis. Merci pour cette proposition d'échange en visio. C'est super intéressant de découvrir mieux ce que vous faites. Et du coup, bon, Sabrina te proposait un premier ressenti. Moi, j'habite à Bayonne. Bon, je suis déjà propriétaire, du coup, mais j'ai quand même l'impression que ça se tend sur Bayonne et que les prix au mètre carré flambent. Ce que j'entends presque mois après mois, c'est que les achats qui se font, ça a des prix encore de plus en plus élevés. Donc, je pense qu'il y a le phénomène Airbnb qui joue, pas que, mais voilà, il y a vraiment une inquiétude, à mon avis, sur le long terme à avoir sur Bayonne, sur comment ça va évoluer. Et voilà, c'est pour ma contribution au diagnostic global. Et ensuite, sur une question, vous avez fait un constat là, d'une évolution. Et évidemment, tout ça n'est pas naturel. Il y a des règles du marché et autres qui peuvent jouer. Et ma question, c'était sur les politiques publiques qui ont été menées. Est-ce qu'il y a des politiques publiques spécifiques qui ont amené à cet état de fait? Et est-ce qu'elles continuent? Et est-ce qu'il y a des politiques publiques qui contribuent à réduire cet effet? Et est-ce qu'elles sont en place? Donc, je réponds. Ça, c'est des questions vraiment. On est dans le nœud de la question. Alors, les politiques publiques, il y a un travail de réflexion, d'analyse, d'observation qui est mené depuis pas mal d'années. Bon, j'ai parlé de l'ODAP tout à l'heure, mais bon, il y a l'ODAP, mais il y a aussi le Conseil de développement dans le temps, le Conseil de développement aujourd'hui. Il y a le Conseil, donc le Conseil des élus à l'époque et donc la communauté d'agglomération aujourd'hui. Il y a, je crois, les services de l'État qui se sont qui étudient beaucoup de choses là-dessus. Sur l'ancien, il y a par exemple donc les opérations programmées d'amélioration de l'habitat qui sont menées par l'Association nationale de l'amélioration de l'habitat avec des financements à la rénovation. Il y a donc les allocations logement qui aident donc au financement de ces loyers sur le long terme. Et il y a donc les HLM qui font un travail de très longue haleine sur la gestion, en fait, la création en fait d'un patrimoine commun, voilà, mais qui arrive en fait à des effets assez faibles, c'est-à-dire 8% des logements qui sont des logements HLM sur l'ensemble du Pays Basque. Ça, on peut se dire que depuis 1950, ça fait peu. Et il y a aussi, je pense que tout simplement le marché qui s'emballe. Et là, les politiques publiques, pour l'instant, ne peuvent pas faire grand-chose puisque le droit de propriété, dans le droit de propriété, il y a ce qu'on appelle l'abusus, c'est-à-dire la possibilité d'abuser de son bien. Abuser, ça veut dire pouvoir vendre, pouvoir même le détruire si on veut. Quand on est propriétaire d'un stylo, on peut le détruire. Quand on est propriétaire d'une maison, on peut la détruire. Voilà, ça c'est le droit de propriété, c'est ce qu'on dit, c'est inaliénable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre de contraintes dessus. Et quand il y a des clauses, ce qu'on appelle des clauses antispéculatives qui sont faites sur des programmes, soit des programmes, on a vu ça sur des programmes de lotissement, on a vu ça sur de l'accession sociale à la propriété, c'est forcément des clauses qui doivent être limitées dans le temps, elles ne peuvent pas être des clauses de long terme, et il n'y a qu'un biais aujourd'hui possible qui peut être porté par les collectivités publiques, mais bon, il faut que nous on aille au-delà avec les collectivités publiques, mais il faut que la population s'empare de cette chose-là, c'est-à-dire que c'est quand la collectivité publique ou X, on va dire que Echaldé par exemple contient ce X, devient propriétaire. Et il faut être propriétaire d'une parcelle cadastrale pour pouvoir gérer ce qui
se fait dessus, c'est-à-dire décider quoi, qui, où, comment, modifier, orienter. Voilà, ça ne peut être que quand on est propriétaire. Voilà. Donc l'idée, c'est en fait, on a besoin des collectivités locales, on a besoin de textes encore un peu plus musclés, mais encore que faut-il pouvoir donner une direction à ces textes-là. Et Echalde, donc, c'est dit il y a une quinzaine d'années, on commence à acheter. On n'a pas acheté grand-chose, hein. On a acheté 2 immeubles à Moléon, c'est 9 logements, pardon, c'est 6 logements, 9 garages, un local commercial, mais c'est fait sur la bonne volonté, avec du bénévolat, de l'engagement financier. L'engagement financier suivi par une banque. Première découverte, il y a des banques qui, sans prendre de garantie, peuvent nous aider à acheter de l'immobilier. Et pourquoi on n'a pas commencé avant? Parce qu'on n'a pas tout à fait compris. Et là, je suis un peu dans la deuxième partie des débats. Et voilà, donc les collectivités, oui, mais il faut aussi que la société, les gens, vous, moi, je, tu, il, se serrent les coudes pour faire. Merci Benyat. Il y avait une réaction directe de Panchoa et une question en suspens d'Isabelle autour des conséquences observables ou envisageables de la crise sanitaire actuelle sur l'immobilier. Donc voilà, Panchoa, si tu veux prendre le tour de parole. Il faut que tu coupes ton micro. C'est bon, j'y vais. Vous m'entendez? Vous m'entendez, ça va à peu près? Oui, oui. Bon. Quand j'agite les mains, ça veut dire oui. Il y avait 2 points. D'une part, j'ai entendu parler de Echalde et l'activité. L'activité ne dépend pas d'Echalde, ce n'est pas la mission d'Echalde. L'activité, c'est l'économie, c'est la création d'entreprises, c'est les échanges, c'est le commerce, c'est l'industrie, c'est les zones artisanales, mais ce n'est pas Echalde. Second point, politique publique. Politique publique, il y a 2-3 ans déjà, au Conseil de développement du Pays Basque, il avait été suggéré des expériences qui commencent à se faire d'achat de foncier par les collectivités, par les villes, par les municipalités, d'achat de foncier de façon sur un bien à séparer le foncier du bâti. Et donc, en particulier, que le foncier reste ad vitam aeternam, propriété collective de la ville ou du village, et que le bâti soit uniquement échangé ou vendu, etc. Donc, je crois que je sais qu'il y a des expériences qui se passent en ce moment, et je crois que Ustarit, Cibourg et d'autres municipalités commencent à faire ça. Je crois que c'est une des solutions à préconiser dans les politiques publiques. Et bien sûr, il faut des sous et il faut aussi des terrains que M. Alain Potier pourra éventuellement nous préciser. Mais je crois qu'il faut que dans les municipalités, il faut que peser sur les actions municipales, sur les programmes, pour qu'une partie des finances publiques ne soit pas du salaire pour les employés municipaux, mais puisse aussi servir à l'investissement sur le foncier. D'autre part, il y avait aussi sur Airbnb une proposition de loi que Max Brisson dernièrement a soutenue aussi au Sénat, mais qui existait déjà auparavant parce qu'elle avait été amorcée par Etcheverry Anchart, c'était de limiter de limiter le nombre de Airbnb à quelques, je ne connais pas le chiffre, sur la côte. Et ensuite, donc, c'était la proposition, j'ai mélangé les propos, et Etcheverry Chart, c'était sur la taxe d'habitation des résidences secondaires, l'augmentation des taxes, donc, dont la maîtrise est dans les villes côtières, et donc, elle commence à se mettre en place, et il y a des villes, des municipalités qui augmentent. Il y en a qui augmentent peu, mais il y en a qui augmentent beaucoup. Ça permet aussi de dissuader l'achat. Ça permet de dissuader l'achat. Les gens qui ont des sous, de toute façon, se moqueront de payer 2 000, 3 000 ou 5 000 euros de taxes. Mais néanmoins, ça permettra à la municipalité de retrouver quelques fonds. Donc, je crois quand même qu'il y a des petites mesures comme ça qui doivent être mises en place. Mais là aussi, il faut que les programmes municipaux les portent, il faut que des élus les portent, et il faut que la population en soit consciente. Voilà, j'ai terminé.
Merci Panchoa. On avait donc toujours la question d'Isabelle en suspens, mais je pense que Jean-Romain Lestanguet voulait intervenir sur ce même sujet. Je propose, Jean-Romain, que vous puissiez prendre la parole. Ensuite, on évoquera peut-être celle d'Isabelle. Et après, je vous propose de garder votre impatience pour l'autre partie du débat, pour qu'on puisse un peu plus concrètement, avec Beñat, savoir pourquoi et comment Echaldé s'attaque à cette problématique. Donc, Jean-Romain, si vous voulez bien nous partager, et après, on fera un point sur la question d'Isabelle. Bonsoir. Bonsoir à tous, vous m'entendez bien? Bon, très bien. Je vais tout d'abord me présenter, Jean-Romain Lestanguet, le directeur de l'aménagement et du développement à Habitat Sud Atlantique. Donc, c'est un bailleur social, c'est le bailleur social rattaché à la communauté de l'agglomération Pays Basque. Donc, évidemment, nous sommes, comme Arnaud Portier avec le PFL, nous sommes particulièrement concernés et intéressés par ce sujet. Nous vous en remercions d'ailleurs d'engager ce débat qui, je crois, est un débat à la fois passionnant, mais tout aussi important, on va dire, pour l'avenir de notre territoire. Vous l'avez évoqué, M. Tchebest, le territoire Pays Basque, mais aussi le Sudland, puisqu'effectivement, nous sommes sur un bassin de vie assez large qui dépasse la seule frontière, on va dire, institutionnelle de l'Adour. Quelques mots, ou plutôt quelques rétrospectives, à se dire que nous sommes sur un territoire, Pays Basque, on va dire, Sudland, où effectivement, la culture de l'aménagement public, la culture de l'interventionnisme public a été assez réduite. Pour preuve, en 2005, et j'aime souvent le rappeler, il y a des ingénieurs des ponts et chaussées de Paris qui sont venus au Pays Basque et qui ont été alertés effectivement de la situation, on va dire, importante, pour ne pas dire grave, que le Pays Basque connaissait, où dès 2005, on avait déjà une crise immobilière et une crise foncière sur le Pays Basque. Dès lors, effectivement, qu'est-ce qu'il a été décidé? C'est relancer, on va dire, la planification auprès des collectivités à travers les documents d'urbanisme, etc. La création d'un outil très important pour le Pays Basque, qui est l'EPFL, l'établissement public foncier local, qui est là pour effectivement assister les collectivités et les différents acteurs pour acheter du foncier et le remettre sur le marché, tenter un tant soit peu effectivement de viser une régulation du foncier. Et aussi surtout, il y a eu la création d'un plan urgence logement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, notamment tous les bailleurs sociaux ont été réunis avec les collectivités en leur demandant de produire beaucoup plus de logements sociaux, des logements effectivement qui répondent aux conditions et aux ressources des ménages locaux sur le territoire. Il y a des chiffres qui ont été parus ces derniers temps où notamment 80%, on va dire, la dernière décennie, 80% de la production a été faite par la promotion privée qui répondait uniquement à 20% des ménages locaux. Donc on voyait qu'effectivement, il n'y a pas une crise en tant que telle du logement, il y a une crise du logement aujourd'hui pour les populations aux revenus, on va dire, locaux ou pour les ménages locaux. C'est plutôt comme cela qu'il faut le voir, puisque effectivement, quand on vient des grandes métropoles, il n'y a pas de difficulté aujourd'hui à se loger, à acheter le prix de l'appartement à 5, 6 et jusqu'à 10 000 euros le mètre carré, comme on peut désormais le voir assez facilement sur des communes comme Biarritz, par exemple. Donc aujourd'hui, on peut également dire effectivement qu'il y a une démarche de progrès, alors jamais assez importante, jamais assez rapide, mais pour autant, on voit que effectivement la production du logement HLM, qui il y a encore quelques années, c'était les chiffres que vous présentiez, M. Echevest, on est à 8% du parc total. Aujourd'hui, le parc social est à 11%. On dirait que ce n'est que 3%, mais on voit aujourd'hui effectivement la tendance qui est telle. On voit aujourd'hui aussi que les documents d'urbanisme prévoient, et ça c'est une volonté des élus, de prévoir beaucoup plus de proportions de logements sociaux dans les documents et donc dans la réalisation de projets. Donc on est en train d'assister à un certain rééquilibrage effectivement de la production de logements pour les ménages locaux. Alors cela va prendre du temps. Nous avons aujourd'hui des collectivités qui se saisissent à bras le corps de ces fondements et il y a des outils. Le PFL en est un, les opérateurs sociaux en sont d'autres, et tous ces acteurs visent effectivement aujourd'hui à travailler de manière la plus coordonnée, la plus étroite possible pour produire du logement à prix abordable. Et quand on parle du logement à prix abordable, évidemment, on parle du logement locatif social, mais ça a été évoqué également, le BRS, donc effectivement la dissociation aujourd'hui, on va dire, du foncier, du bâti, donc c'est un produit aujourd'hui qui existe, qui est en train de se répandre. Il y a différents acteurs qui le mettent en place, le PFL Pays Basque, mais également Habitat Sud Atlantique, qui récemment aussi a été agréé au FS. Restons confiants, mais effectivement, ayons conscience que la marche est importante, mais que voilà, aujourd'hui nous sommes dans une phase d'accélération, on va dire, de la production, mais cette marche reste évidemment importante. Et
Et excusez-moi, je vais terminer juste pour aussi illustrer quand même nos propos sur l'aménagement public, où aujourd'hui on a quand même des collectivités qui comprennent l'intérêt d'avoir du foncier qui est maîtrisé non plus par des acteurs privés, mais par des acteurs publics. Alors, parfois du foncier qui est acheté par effectivement le PFL Pays Basque, des fois directement par d'autres acteurs dans les bailleurs sociaux. Et aujourd'hui, on arrive sur ce qu'on appelle des opérations d'aménagement public, où qu'avant, il y avait 70% de logements privés et 30% de sociaux, mais aujourd'hui, on est à 50, voire 60-70% de logements sociaux. Alors, quand je dis logements sociaux, je devrais dire plutôt logement abordable, puisqu'il y a du logement locatif social, mais aussi du logement locatif social. Et sur des terrains qui sont soit publics, donc des collectivités, effectivement, font des efforts aussi sur la cession de ces prix, parce qu'il faut être très clair. Hein. Aujourd'hui, le modèle économique social ne peut pas valoriser aussi bien le foncier que, évidemment, la promotion privée. Mais également, aujourd'hui, nous avons effectivement capacité, encore une fois, avec la communauté d'agglomération Pays Basque, avec les différents acteurs, le PFL, Habitat Atlantique et d'autres acteurs, à pouvoir intervenir, on va dire, un peu plus de manière pressante que nous le faisions auparavant. Micro, Beñat. Micro. Parka. Excusez-moi, vous allez m'entendre mieux. Je parlais très fort pourtant. Par rapport aux résidences, par rapport au taux entre 11 et 8%, c'est effectivement 11% des résidences principales. Mais dans le tableau qu'on a présenté, et notre idée, c'est de toujours présenter la totalité des logements. Et enfin, si on pourra en reparler, Jean-Romain, à une autre occasion, ou même ce soir, c'est en fait de présenter la totalité des logements. Parce que quand les résidences secondaires représentent sur un territoire à quelque chose comme 30% des résidences, ou 22%, hein, mais en fait en dynamique on est un petit peu plus que ça, mais 22% des logements, ça veut dire que c'est 22% des équipements collectifs publics qui sont consommés et qui sont attribués à une occupation faible dans l'année, et c'est un investissement qui est total, quoi. Donc l'idée c'est en fait de ramener tous les chiffres à l'ensemble des logements qu'il y a, parce qu'il n'est pas exclu que de ces résidences secondaires là aussi on puisse un jour grignoter des petits morceaux et en refaire des résidences principales. Sabrina, je te laisse la... Merci Beñat. J'avais disparu un instant avec un problème technique. Du coup, il restait la question d'Isabelle en suspens et après je vous proposais qu'on passe à la partie de ce que fait Etchalde et ça coïncide avec les questions posées à l'écrit qui demandaient un peu comment est-ce qu'on peut arriver dans l'aventure Etchalde et contribuer, et aussi Anaïs qui s'intéressait plus particulièrement à quelles actions sont faites par Etchalde. Je résume sa question comme ça pour l'instant volontairement, on pourra peut-être détailler ensuite. Donc reste la question d'Isabelle autour des effets sanitaires, enfin du contexte sanitaire sur l'immobilier. Je ne sais pas si tu veux en dire deux mots, Beñat, avant de continuer à nous parler plus précisément d'Etchalde. Oui, rapidement, l'effet Covid, ça apporte effectivement beaucoup de difficultés, c'est-à-dire que on a découvert déjà ce qu'on fait nous-mêmes ce soir, c'est-à-dire les visioconférences, ça existait déjà, hein. Personne n'a, il n'y a pas d'équipement supplémentaire, des choses comme ça, qui nous permettent de faire ce donc on aurait pu faire bien avant. Et par ça, donc il y a de la population qui arrive sur le territoire, puisque tout étant, ou beaucoup de choses étant numérisées, à part les métiers manuels, tout le reste est numérisé ou numérisable. De la population arrive avec comme des résidences secondaires, sauf que là c'est à l'année, donc bienvenue à eux. Ils arrivent avec des revenus qui viennent d'autres territoires qui permettent et d'activités qui permettent de rémunérer plus que les activités que l'on a ici, et les métiers que l'on a ici. Et du coup, ça fait un deuxième choc qui nous arrive dessus. Et nous avions le phénomène résidence secondaire qui est un phénomène que l'on connaît depuis 50 ans et qui est une progression. Voilà. Et là, on a un phénomène qui est encore plus dur, qui est plus rapide. Il y a
même du démarchage sur la côte pour proposer, en disant qu'il y a cette population qui arrive et proposer aux gens de vendre. Et ça va être l'opportunité de leur vie. Ouais, c'est un peu compliqué quoi quand même. Et donc voilà. Mais voilà, il faut qu'on développe Charles très vite. Et du coup, Benyat, je t'invite à passer à la partie où tu nous expliques un petit peu ce que fait Echalde. Oui. Oui. Alors, on doit développer Echalde très vite. Alors, bon, on a décidé là d'inviter cette visioconférence avec une approche juste un petit peu provocatrice, c'est-à-dire que ni propriétaire ni locataire. Donc ça, vous avez vu dans la première partie, ça va être de plus en plus compliqué d'être l'un ou l'autre même. Et on est tous propriétaires du droit d'habiter. En Pays Basque, on est tous propriétaires du droit d'habiter. En fait, voilà, juridiquement, on est tous propriétaires. Il nous suffit aujourd'hui de mettre ça en forme. L'idée Echalde vient de... c'est en 2 étapes. C'est en première étape autour de 2005, par là. L'idée que tout le monde ne pourra pas acheter. Et donc l'idée, c'est plutôt que les gens deviennent propriétaires avec cette idée toujours de revendre et qui remet toujours en précarité les locataires. Mais si nous créions une société, une association, quelque chose, une personne morale en fait qui serait propriétaire, donc la personne morale ne décédera pas, donc n'aura pas de droit de succession à payer. Ça ne sera pas une réouverture du bien, une exposition du bien chaque fois au marché immobilier, et donc ça protégera ces biens-là pour la population qui habite à l'intérieur, et à ce moment-là que l'on voyait comme des locataires au long cours. Voilà. Le travail collectif, les doutes, les découvertes, les rencontres, enfin, c'est un travail un peu, voilà, c'est passionnant, hein, on est dans la cueillette, on va dire, et cette cueillette nous a fait évoluer vers une idée, l'idée qui est un petit peu plus loin, et pour ce qui est du droit pyrénéen, qui est un petit peu avant aussi, c'est-à-dire que on est usufruitier, on habite dans un lieu sans le posséder. Et on a la certitude que ce soir, demain, dans 5 ans et dans 5 générations, on pourra continuer d'habiter dans ce lieu-là. On peut se réancrer. On peut se dire, tiens, on peut avoir alors qu'on nous présente toujours la mobilité comme une nécessité de progrès, comme une nécessité, quelqu'un qui veut évoluer, il doit bouger. Voilà. C'est des termes liés, le progrès et la mobilité. Nous, Echalde veut proposer une sédentarité choisie. Ceux qui veulent rester dans un endroit, mais il faut aussi qu'il y ait une place pour ces gens-là aussi. Autrement, on se retrouve dans une mobilité dans laquelle plus personne ne peut tenir, il n'y a plus de racines, il n'y a plus que des roues qui tournent ou qui ne tournent pas, des fois qui s'arrêtent sur un parking de supermarché pour dormir là, jusqu'à pouvoir repartir au travail demain matin. Voilà. Dans une des réunions qu'on a faites à l'époque avec Emen, l'association Emen, quelqu'un a témoigné du nombre de personnes qui avaient été répertoriées par des gens autour de l'association Aterbea. Donc je ne veux oublier personne, mais c'est les mots qui me reviennent. Ils avaient répertorié 300 personnes comme ça qui dormaient dans leur voiture. C'était il y a 2 ans. Et il y en a une centaine qui travaillaient, donc qui n'avaient pas de temps plein, qui n'avaient pas de CDI, donc pas d'accès au logement, toutes ces choses-là. Voilà. Donc à Echalde, on va arriver à créer cette sédentarité choisie. Et on est passé donc il y a 3-4 ans, à force de discussion, là de façon un peu plus déterminée, et là complètement aujourd'hui, dans l'idée que Echalde doit devenir nu propriétaire, c'est-à-dire posséder, conserver ce que j'ai appelé tout à l'heure l'abusus, c'est-à-dire la possibilité de détruire un bien ou de le vendre. Ça doit rester la propriété de la personne morale, Echalde ou autre, hein, parce que l'expérience est totalement transférable. Et on doit céder l'usufruit aux gens qui sont de ce territoire, donc entre 2 candidats de ce même territoire
le plus ancien de ce même territoire, et entre deux candidats de ce même territoire, le plus pauvre de ces deux territoires, de ce territoire. Et c'est le plus pauvre qu'on doit protéger le plus, qu'on doit le plus ancrer. En fait, il se protégera tout seul. C'est-à-dire qu'il faut qu'on lui donne la possibilité de se faire les racines à l'endroit où il veut. Et à partir de là, sa pauvreté va être tout à fait relative. Il va se reconstruire. Et l'idée, c'est que cette personne-là, que j'arrête là d'appeler pauvre, cette personne-là, donc cet habitant de cet endroit-là, puisse transmettre ce droit d'habiter à ses enfants. Donc ça, c'est l'idée des Tchaldés, c'est que l'usufruit se perd au décès et donc revient au nu propriétaire. Là, on est dans le juridique, dans le code civil. Mais si le nu propriétaire, il a dans ses statuts qu'il redonne l'usufruit, enfin, il le revend, c'est pas donné. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est pas donné. Il le recède à nouveau donc à la personne choisie par celui qu'il avait précédemment. Alors là, on a un chaînage de gens qui s'ancrent dans un endroit, on a un chaînage de gens qui sont dans cette sédentarité choisie. C'est le chaînage qui permet d'identifier quelqu'un dans un quartier, comme celui qui fait des crêpes le jour de la Chandeleur pour les donner aux enfants, ou celui qui sait dépanner une voiture à la va-vite parce qu'on n'arrive pas à démarrer le matin quand on part au travail. Ça, c'est quand on se connaît. Et pour se connaître, il faut être voisin. Pour être voisin, il faut être là depuis longtemps. Et c'est là qu'on connaît nos voisins. Voilà. Et donc, c'est ça l'idée de la sédentarité choisie. Voilà. Et donc, Etchalde peut construire cette chose-là de façon très simple, puisque pour ça, il suffit d'ouvrir le code civil. C'est déjà prévu. Il est prévu que ce qu'on appelle la propriété peut être démembrée. On détache juridiquement, on détache la partie nue propriété de la partie usufruit. Pour ça, en fait, c'est une vente. Etchalde va aller avec ces habitants-là, les usufruitiers choisis, ceux qui auront choisi l'usufruit. Donc, chez le notaire, il y aura un acte notarié, un acte d'achat d'usufruit, un acte authentique, s'il vous plaît, voilà, qui fait que cette personne-là, elle sera juridiquement vraiment propriétaire de ce bien-là. Elle ne sera plus ni propriétaire ni locataire, mais pour ceux qui seront propriétaires, elle ne sera plus quelqu'un qui n'est que locataire, qui va déménager dans 5 ans, dans 7 ans, parce que ça. Voilà. Ça sera quelqu'un qui sera ancré dans ce paysage-là. Alors, cette chose-là est apparue assez clairement, parce qu'en fait, le droit pyrénéen, et c'est très important parce que les gens qui viennent de l'extérieur, ils viennent aussi chercher ça. Ils viennent chercher quelque chose que l'on ne voit pas. Nous sommes plus ou moins quelque chose, un mot qui est mal connoté, nous sommes plus ou moins une communauté puisqu'on se dit bonjour même si on ne se connaît pas. On s'est vu quelque part, on s'est croisé quelque part, on connaît le frère, la sœur. Voilà. Donc on est quelque chose que l'on partage comme ça. Et juridiquement, cette chose-là existait puisque les biens n'étaient pas la propriété privée individuelle autrefois, ils étaient la propriété privée commune. Et le droit, c'était une propriété, ce qu'on appelle troncale. C'est-à-dire qu'il y avait un tronc qui était la maison. Et de cette maison, il y avait tout un tas de branches qui partaient. Toutes ces branches appartenaient à cette maison-là. Voilà. Et la force de l'arbre, là, c'était parce que ces branches continuaient à être reliées les unes aux autres. Voilà. À un moment a été choisie la propriété privée individuelle, dans l'idée que ça permettrait de libérer les initiatives individuelles et donc des avancées de progrès technologique, sociologique, économique, tout ce qu'on veut. Voilà. Peut-être que cette chose-là, donc c'est celle qu'on connaît, dans laquelle on a été éduqué à l'école, qu'on a entendu à droite et à gauche, que professionnellement j'ai connu, voilà. Peut-être que cette chose-là a aujourd'hui un petit peu perdu de sa raison d'être. Quand on parle de liberté, égalité, fraternité, cette chose-là, elle est dans la partie liberté, dans la partie égalité, dans la partie fraternité, on partage, c'est-à-dire on divise. Mais il a fallu, il le faut peut-être encore, mais il faut aussi autre chose. Et cette autre chose, c'est peut-être un petit retour de balancier où on relie ces branches-là pour en refaire un tronc. Les solutions, là on le voit avec le Covid, c'est-à-dire qu'on ne sait pas, on ne maîtrise pas trop l'information, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On nous dit quelque chose, mais on voudrait avoir plus accès à l'information, c'est compliqué, c'est devenu compliqué. Si on est relié, si on sait qui est qui fait quoi,
ça devient tout à fait très très simple. Et c'est ce que vous proposez, Charles. C'est donc arriver donc à relier ces gens-là. C'est-à-dire que le partage, il y sera, mais ça sera plus un partage d'idées. Voilà. La liberté, elle y sera, mais ça sera plutôt la liberté d'exprimer, y compris des idées qui sont décalées pour le moment, mais avoir un lieu pour les exprimer. Aujourd'hui, on va plutôt faire des F2, parce qu'on dit qu'il faut des petits logements, puisque les ménages se séparent et se reséparent. Et en fait, on est en train de cloisonner les gens, mais physiquement, avec du béton de 20 cm de large, avec des clés, avec des portes à trois points. On est en train de s'enfermer complètement, mais c'est notre propre choix. Eh bien, on doit amener donc une autre image si de je ça. peux juste me permettre, du coup, ce dont tu nous parlais, c'est une des missions d'Etchalde qui est en gros de proposer, de créer, ou en tout cas d'amener, de contribuer à créer une culture commune autour d'un autre paradigme